Buenos días a todos, buenos días a todas. En su discurso de asunción presidencial el 10 de diciembre de 2019, el año pasado, el nuevo presidente Alberto Fernández, entre otros anuncios, anuncia la creación de dos instituciones. Una de ellas es de una gran escuela de gobierno. La otra, de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo. E incluso sostiene que en los días a venir iba a enviar un proyecto al Congreso para sentar las bases legislativas de la institucionalización de este Consejo Económico y Social. De estas dos ideas, de estos dos anuncios en particular, el que sigue presente en la opinión pública y es periódicamente relanzado por las autoridades, es la idea de un Consejo Económico y Social, de la creación de un consejo. Ahora bien, ¿qué supone esta institución en aquellos países que la han creado y donde ya lleva varias décadas de existencia? Y para responder a esta pregunta, me pareció muy importante tener este intercambio con Alain Chatriot, quien ha trabajado sobre este tema en Francia. Bonjour Alain. Bonjour. Antes de comenzar, para presentarlo, Alain Chatriot es profesor de Historia en el Centro de Historia del Instituto de Estudios Políticos de París, o Sciences Po, tout court. Tiene una prolífica actividad en el mundo de la edición académica, en particular en revistas prestigiosas francesas en materia de historia, y es autor de numerosos artículos, capítulos de libros, también de numerosos informes sometidos también a instituciones, y de libros. Por ejemplo, Alain Chatriot es biógrafo de una figura muy importante de la vida política francesa del siglo pasado, Pierre Mendès France, un libro publicado en el año 2015 en la editorial Armand Collin. Y en relación al tema de este intercambio, publicó en el año 2002 La democracia social a la francesa, la experiencia del Consejo Nacional Económico, en la también prestigiosa édition de La Découverte. Alors, Alain, pour entrer dans le vif du sujet, comme on dit en France, c'est quoi exactement le Conseil économique, social et environnemental depuis l'année 2008? Alors, c'est une institution française dont le statut est prévu dans le texte de la Constitution de la Ve République. Et elle prend place après les deux assemblées, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, et le Sénat. Il se trouve que cette institution est composée aujourd'hui de un peu plus de 200 membres. C'est une institution qui est assez méconnue comparativement aux autres assemblées en France, mais qui régulièrement attire l'attention des médias de manière plus ou moins critique ou plus ou moins bienveillante. On en a beaucoup parlé récemment en France autour, on sera amené à y revenir sans doute, des nouvelles pratiques de participation et de convention citoyenne, par exemple pour l'année dernière et cette année. Mais sinon, c'est vrai que c'est une institution qui est méconnue, qui regroupe essentiellement aujourd'hui des syndicalistes et des représentants d'associations, dans une assez grande diversité. Il y a aussi une tradition, je la repréciserai aussi, qui fait que régulièrement on y nommait des personnalités, et c'était là le pouvoir exécutif qui nommait ces personnalités en plus des représentants syndicaux. Mais il se trouve que cette institution, donc, qui est garantie par le texte de la Constitution de la Ve République en France aujourd'hui, a en fait une longue histoire et s'inscrit dans l'évolution des institutions de la République en France depuis des débats du XIXe siècle jusqu'à des premières expériences au début du XXe siècle et toute une série d'adaptations au changement des régimes successifs.
Et de ce point de vue-là, c'est une institution qui, en France, a une histoire particulièrement riche, mais le cas du Conseil en France a pu aussi, à certains moments, inspirer ou s'inspirer d'expériences qui se produisaient aussi dans d'autres pays et qui, aujourd'hui encore, peuvent se dérouler dans différents pays ou à différentes échelles. De ce point de vue-là, pour rester sur le cas français, il faut aussi signaler le fait qu'il y a des conseils économiques, sociaux et environnementaux à l'échelle régionale aussi. Il n'y a pas seulement à l'échelle nationale, il y a à l'échelle régionale. Et puis, on a également, avec des différences importantes dans la composition, dans les attributions, un conseil économique et social à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, on a aussi, mais en fait, dans une logique très différente, c'est une institution assez méconnue, mais qui, sur certains points, à certains moments, peut jouer un rôle intéressant, un comité économique à l'échelle des Nations Unies. Donc on a comme ça ce type d'institution avec un statut un peu particulier, mais qui, dans le cas des institutions politiques françaises, occupe une place depuis maintenant de très nombreuses décennies. La première création institutionnelle date du début de l'année 1925, ça fera donc presque bientôt un siècle d'histoire de ces institutions. Et alors, par rapport à, c'est une question vaste, mais pour faire un petit peu la socio-histoire de cette institution, on appelle ça une histoire politique, parce que c'est un tissu, une création institutionnelle qui obéit évidemment à des débats, à des rapports, à des forces, mais comment est-ce que cette institution, elle a évolué? Là, il y a les éléments préalables, les précédents de tout cela. Bon, un peu synthétiquement, comment elle a évolué depuis sa création, récréation, toutes les tensions, débats et querelles qui ont eu lieu autour de l'existence et de la légitimité du Conseil. De manière synthétique, on pourrait dire, c'est vraiment une synthèse, mais c'est l'objectif de l'exercice, il y a trois grandes périodes. Et sur chacune de ces périodes se posent des questions différentes. La première, c'est vraiment la période de la longue création de l'institution, avec les débats qui en fait naissent au début du XXe siècle, sont repris avec la Première Guerre mondiale et sont repris au milieu des années 1920. C'est un moment où on discute beaucoup à la fois de la place des syndicats par rapport au fonctionnement de l'État, où on discute aussi de la question de l'expertise économique, et où, dans le cas français, on discute de plus de l'évolution des lois sociales, en particulier les lois qui régissent l'organisation du travail, le temps de travail, entre autres, ou les conventions collectives. Dans cette phase-là, l'institution est d'abord créée en 1925 de manière très légère. C'est un simple décret qui crée l'institution et beaucoup d'acteurs de la vie politique de la Troisième République alors ne croyaient pas forcément que cette institution allait perdurer. Y compris parce que pour toute une partie de la frange la plus conservatrice du pouvoir, il était très inquiétant de voir une institution qui reconnaissait, même sous l'angle consultatif seulement, mais qui reconnaissait une place aux syndicats. Mais il se trouve que cette institution qui est créée en 1925, dans cette première phase, elle va réussir, lentement mais de manière assez importante, à s'assurer une reconnaissance politique, parce qu'elle va produire des rapports sur les questions économiques et sociales qu'à l'époque, elle est la seule à produire. Dans la situation de la France de l'époque, il n'y a pas d'institution équivalente qui produise ce type de travail intellectuel. Et donc, ça a des conséquences politiques. Et, par exemple, au moment du gouvernement du Front populaire, en 1936, les grandes lois sociales qui sont prises et votées par le Parlement, la Chambre des députés et le Sénat, dans leur application, trouvent à être discutées, débattues, négociées au Conseil national économique. Donc, on a là une première phase où, d'une institution au départ très modeste, elle a réussi à se construire une spécialité qui lui a permis d'être reconnue dans le paysage
de l'époque. Mais il se trouve qu'avec la défaite de 1940 et l'effondrement de la Troisième République, la mise en place du gouvernement dans la France occupée du maréchal Pétain, avec des positions ouvertement réactionnaires, supprime une institution vue comme liée au fonctionnement de la Troisième République. Donc le Conseil disparaît d'un trait de plume en 1940. À l'opposé, les mouvements de résistance et la France libre font de la recréation d'un Conseil économique un des éléments du programme de rénovation institutionnelle qui devra être mis en œuvre après la libération du pays. Et ce sera le cas avec les débuts de la Quatrième République et un moment particulier où en fait l'ensemble des camps politiques à la libération sont en 1946 d'accord pour qu'on recrée un Conseil économique et qu'on l'inscrive cette fois-ci dans le texte de la Constitution. Donc c'est de ce moment-là que le Conseil économique est inscrit dans la Constitution. Mais ce qui est très particulier sous la Quatrième République, donc les institutions de la France après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on va entrer dans la période dite de guerre froide. Et ça va avoir des conséquences très importantes sur le fonctionnement même du mouvement syndical. Un mouvement syndical en France qui est très clivé, et donc l'institution va avoir des difficultés parfois à fonctionner sur fond de division syndicale et sur fond d'instabilité politique. Donc la période de la Quatrième République est une phase un petit peu difficile pour l'institution, même si elle produit, là encore, beaucoup de travaux et parfois des travaux importants sur les enjeux de politique économique et sociale. Avec le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 et la préparation des nouvelles institutions qui aboutiront au texte de la Constitution de la Ve République votée à l'automne 1958, la question se posait de savoir si on allait ou non maintenir ce Conseil économique. Mais en fait, le général de Gaulle, dans la plupart de ses discours, tenait à l'existence d'une chambre consultative permettant de représenter ce qu'il nommait alors, d'une formule qui aujourd'hui a un peu vieilli, mais qui est malgré tout assez imagée, ce qu'il nommait les forces vives. Et c'était en particulier pour lui, qui était très réservé par rapport au fonctionnement des partis politiques, l'idée de pouvoir trouver dans une partie seulement, mais une partie du monde syndical et du monde associatif, des soutiens à un certain nombre de programmes de politique publique qu'il pouvait vouloir lancer. Il se trouve que dans cette période-là, on a donc une confirmation et un maintien de l'institution qui se voit juste changer son nom, mais assez peu changer son organisation. Elle devient Conseil économique et social en 1958. Le général de Gaulle avait cependant l'idée, comme il s'était affronté très fortement au Sénat, et que dans le cas français, nous ne sommes pas dans le cas d'un État fédéral, donc le Sénat n'est pas une représentation de partis fédérés. Le Sénat est simplement l'héritage d'une institution très ancienne, mais n'est pas un Sénat de type fédéral comme aux États-Unis ou en République fédérale d'Allemagne, pour prendre deux exemples dissemblables, mais où la logique des Sénats sont celles d'une représentation territoriale. Il se trouve que le général de Gaulle avait donc ce projet de fusionner le Sénat et le Conseil économique et social. C'est ce qu'il propose, entre autres, parce qu'il y a d'autres mesures, lors d'un référendum en 1969, mais il se trouve que c'est un référendum auquel les Français répondent négativement, sans doute pas parce qu'ils se sentaient très concernés par l'aspect institutionnel et très technique de la question, mais parce que le général de Gaulle en avait fait un vote sur sa personne et sa politique, et qu'on était un an après mai 68, et les contestations de mai 68, et presque 10 ans de pouvoir du général de Gaulle, on a là un refus. Pourquoi est-ce que j'évoque cet épisode qui pourrait être simplement un point d'histoire politique française? C'est parce que ça a une conséquence sur l'institution. L'échec de ce référendum va laisser le Conseil économique et social dans une situation un petit peu bloquée de demi-sommeil durant les années 70 et 80. Donc ça va être une période pendant laquelle l'institution va continuer
de produire des avis et des rapports, mais elle va être moins regardée par les autres acteurs politiques dès lors qu'elle est en partie vue comme pouvant être associée à une mise en cause du Sénat voulue par le pouvoir du général de Gaulle. Les choses vont évoluer, elles vont évoluer lentement, parce que durant ces années-là, je le signalais tout à l'heure, le pouvoir exécutif a, dans la manière dont est composé le Conseil économique et social, la possibilité de nommer un certain nombre de membres. Il y a des membres qui sont désignés par les syndicats, que ce soit d'ailleurs les syndicats d'ouvriers et d'employés, du patronat, des agriculteurs. Donc on a la diversité des mondes syndicaux qui sont présents, mais le pouvoir exécutif peut y nommer un certain nombre de personnalités. Et à plusieurs reprises, un certain nombre de nominations seront des nominations. Normalement, la catégorie prévue était celle de personnalités qualifiées. Alors, le pouvoir politique nommera régulièrement d'éminents économistes, par exemple, ou même de manière plus rare parfois quelques sociologues reconnus. Mais évidemment, le pouvoir exécutif aura parfois la tentation d'utiliser cette possibilité de nomination pour nommer d'anciens parlementaires battus aux précédentes élections et proches de la majorité à ce moment-là, pour nommer des élus locaux que l'on veut distinguer. Et donc on aura à certains moments des formes de dévoiement des nominations de personnalités qualifiées. À l'opposé, seront nommées comme personnalités qualifiées parfois des personnes très reconnues dans leur champ d'activité et qui donneront un certain lustre même à l'institution. La situation est donc assez, non pas bloquée, mais l'institution est vraiment marquée par cet échec du référendum de 1969. Les choses vont commencer à changer à la fin des années 90, au début des années 2000, où un certain nombre d'acteurs politiques, syndicaux, administratifs, intellectuels, se disent que la forme même de l'institution permettrait de relancer des pratiques démocratiques associant des formes de participation et de mobilisation de ce qu'on commence, pour une partie des acteurs sociaux, à nommer la société civile, avec souvent l'ajout de l'idée d'une société civile organisée. C'est à partir donc de la fin des années 90, du début des années 2000, qu'on parle de, à nouveau, réformer l'institution pour en réorganiser la composition. Et c'est ce qui va aboutir lentement, mais ce qui va aboutir à une révision constitutionnelle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'institution étant ancrée dans la Constitution, quand on veut en changer un certain nombre de principes d'organisation, il faut réviser la Constitution, ce qui, dans le cas français, est toujours une procédure lourde. Elle est moins lourde qu'aux États-Unis d'Amérique, mais elle est quand même lourde quand il s'agit de réviser la Constitution. Et puis, il s'agit aussi parfois de changer ce qu'on nomme en France des lois organiques, c'est-à-dire des lois qui ont des statuts entre la loi commune et le texte constitutionnel, qui demandent donc des majorités qualifiées lorsqu'elles sont votées. Et donc, on va avoir progressivement un certain nombre de réformes, et la prochaine est en cours de discussion et devrait être discutée à l'automne, à la nouvelle session du Parlement au mois de septembre de cette année 2020. On doit discuter le nouveau texte de la loi organique organisant le Conseil économique, social et environnemental. Donc ça prouve que dans l'organisation même, dans la composition, dans le fonctionnement même de l'institution, il y a toujours des débats aujourd'hui. Ce ne sont certes plus les mêmes que ceux des années 1920 ou ceux des années 1950, mais on a encore des débats pour une institution auquel un certain nombre de forces sociales, syndicales et associatives, restent très attachées, la vivant comme une forme de reconnaissance de leur action et comme l'idée qu'ils complètent la représentation de la société par leur présence dans cette institution. Mais alors, de ce point de vue, il y a dans ton récit extrêmement intéressant, il y a des éléments qui émergent, qui nous font penser à l'importance de ce côté-là, la reconnaissance des forces, ou de quelques forces qui intègrent le Conseil économique et social.
Et d'un point de vue historique, une première question, quel a été son impact réel ou quel est l'impact qui reste de ce point de vue, outre la reconnaissance de forces qu'il intègre? Car je pense à deux positions qui ont eu lieu ou qui peuvent avoir lieu autour de ce sujet. C'est d'un côté la crainte d'une institution corporative ou voire corporatiste, ou l'autre, des critiques nombreuses par rapport à son utilité. Donc, l'un de tes travaux, tu cites André Bergeron qui dit bon, finalement, Pompidou, un ancien syndicaliste, pense comme moi, ça ne sert à rien. Et lié à cela, est-ce qu'on peut établir un rapport au Conseil en fonction de chaque présidence, c'est-à-dire pour parler de la cinquième, hein, pour ne pas aller trop loin, mais évidemment, dans ton récit, on peut reconstruire quels sont les moments forts et quels sont les moments faibles à partir de la volonté de l'exécutif. Mais ces deux questions, son impact et comment les exécutifs ou chaque président réagit à cette institution. Pour comprendre les deux dimensions de la question, il faut que je précise un point important qui est que le Conseil, y compris dans l'assez longue durée avec des variations techniques, mais peu importe ici, peut être ou saisi par le pouvoir exécutif pour faire des rapports et remettre des avis, ou peut aussi s'auto-saisir d'un sujet. Et donc décider qu'ils vont travailler sur tel thème et émettre un avis qui sera publié au journal officiel. Il y a cette dimension de reconnaissance, pas simplement des membres parce qu'ils sont nommés et membres de l'institution, mais aussi dans les travaux de l'institution qui sont publiés par le journal officiel depuis sa création. Si on s'intéresse dans cette logique-là à la question de l'impact et qu'on le regarde sur maintenant près d'un siècle, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, il est très variable suivant les thèmes traités et suivant les moments. Et on ne peut pas totalement faire des grandes lois en disant sous tel gouvernement, il serait très important et sous tel autre, il serait totalement absent. Ce n'est pas tout à fait cette catégorisation-là qui est importante. La catégorisation importante, elle est plutôt celle de, sur certains thèmes, ils réussissent à produire un discours qui va faire sens pour l'ensemble des autres acteurs institutionnels. Aussi bien d'ailleurs pouvoir exécutif que parfois le pouvoir parlementaire, mais aussi, et ça n'est pas négligeable, dans d'autres configurations, le rôle des médias. Est-ce que les médias vont se faire l'écho ou non des travaux produits par cette institution? Donc ça, c'est une dimension qui est importante. Et donc, quand on regarde sur près d'un siècle l'impact du travail du Conseil économique français, sur un certain nombre de questions, ils ont émis parfois des avis et fait des rapports remarquables dont il n'a pas du tout été tenu compte. Et sur d'autres thèmes, au contraire, leurs avis ont permis parfois d'enclencher des réformes de politique, parfois même importantes. Un des exemples que le Conseil donne toujours, mais il n'a pas tort parce que c'est un exemple symbolique important, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, il a traité à plusieurs reprises de la question de la grande pauvreté. Et il l'a fait avec des rapports qui ont été préparés par des membres du Conseil, qui étaient les présidents d'alors d'une association qui s'appelle ATD Quart Monde. Et ces présidents successifs, en l'occurrence d'une part le père Wierzycki et par la suite Geneviève de Gaulle-Antonios, ont tous les deux, à près de 20 ans d'écart, fait des rapports sur la grande pauvreté qui ont beaucoup compté dans la manière dont on a réorganisé l'action publique en France sur cette question-là. Donc il peut parfois y avoir des impacts assez directs. Et de ce point de vue-là, le discours de ces représentants dirigeants d'associations a été renforcé par le soutien de l'institution et par le fait que ce rapport avait donné lieu à un avis de l'institution. Donc on a ce type de cas sur des exemples là précisément de politique sociale. On peut aussi avoir sur des questions de politique économique le fait que le Conseil soit saisi régulièrement, mais
on a donc une très grande variation de l'importance, de l'impact de ces travaux. Et cette variation, elle correspond aussi au fait de savoir si, lorsque le Conseil se saisit d'un objet, il est le seul à travailler sur cette question-là, ou s'il est en concurrence avec d'autres institutions. Tout à l'heure, je disais que pendant la 4e République et une partie de la 5e République, le Conseil économique avait eu un peu moins d'impact, un peu moins d'importance, on accepte ces termes. C'était aussi lié au fait qu'il y avait d'autres institutions qui pouvaient proposer d'autres formes d'expertise économique dans le système français. À l'époque, par exemple, le Commissariat général au plan, qui pouvait avoir un rôle de quasi-concurrence par rapport au fonctionnement du Conseil économique. Ou sur des points de vue d'expertise statistique, par exemple, d'un point de vue économique, les services du ministère des Finances s'étaient réorganisés après la Seconde Guerre mondiale et avaient donc des ressources beaucoup plus importantes que celles dont ils disposaient avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la position et l'impact réel de l'institution, elle dépend aussi, comme ça, des différents moments. Alors ensuite, très souvent, le pouvoir exécutif cherche à ne pas se mettre en opposition directe avec l'ensemble des représentants des syndicats et d'une partie du monde associatif. Donc on a régulièrement des discours des premiers ministres ou même parfois des présidents de la République devant le Conseil économique. Mais j'allais dire ensuite, l'impact, il dépend vraiment des sujets et du type de débat qui a porté la construction de la vie. Ce qu'on a parfois reproché à l'institution, c'est de produire, et c'est une vraie question pour les institutions de type consultatif, c'est de produire des avis qui étaient très consensuels. Et c'est là une question vraiment importante, parce que, y compris sur les formes de la participation et de la délibération, la question consiste à savoir si on doit parvenir à la position la plus consensuelle, mais qui sera donc peut-être une position très limitée sur une question, parce que le consensus ne pourra se faire que sur des éléments restreints, ou si on doit avoir le consensus maximal que l'on puisse obtenir, mais aussi l'énonciation de positions suffisamment différentes sur un même sujet. Et par exemple, il y a quelques années, c'est encore le cas, l'ensemble des organisations qui sont représentées au Conseil et qui sont regroupées, une série de groupes qui structurent cette assemblée, doivent émettre sur chaque avis un avis spécifique. Et donc, ça permet d'expliquer les votes. Et de ce point de vue-là, tous les votes ne sont pas toujours consensuels. Et on a parfois des prises de position très explicites sur un certain nombre de questions. Ce qui est vrai aussi, et là, je crois qu'il faut être très réaliste, les deux autres chambres, dans le cas français, donc le pouvoir législatif, n'a pas toujours beaucoup de considération pour cette assemblée consultative, troisième dans l'ordre des préséances constitutionnelles. Et donc, ponctuellement, les avis du Conseil peuvent intervenir dans la préparation de la loi, mais le Parlement, souvent, n'aime pas trop le reconnaître. Et quant au pouvoir exécutif, il y a aussi parfois des tendances à, en tout cas historiquement, il y a pu y avoir des tendances à instrumentaliser le fait de demander l'avis du Conseil. On demande parfois un avis sur une question technique au Conseil économique et social pour mieux retarder le calendrier d'une action publique ou pour mieux déminer un dossier, pour le dire un peu vulgairement. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il faut réinsister sur le fait que ça n'est pas une institution autonome, elle ne travaille pas seule dans son coin, elle dépend aussi des rapports de force qui s'inscrivent à différents moments dans le jeu des autres institutions de la République. Mais dans le même temps, elle garde sa spécificité par une capacité de réussir à se mobiliser régulièrement sur un certain nombre de sujets et donc de faire entendre aussi sur certains thèmes une voix qui est de nature différente de celle de la représentation parlementaire classique issue des élections.
Et donc, ça, c'est une dimension importante. Et l'autre dimension importante, c'est qu'en obligeant à faire siéger ensemble un certain nombre de représentants syndicaux et associatifs, elle aide aussi à ce que ces acteurs sociaux se connaissent mieux, soient habitués aussi à débattre d'un certain nombre de questions en dehors des seules négociations sociales plus classiques. Donc c'est une dimension qui pèse, qui joue dans le rôle même de l'institution. Et alors, on peut dire qu'après ce sommeil, au début des années, qui commence au début des années 70, il y a une espèce de nouvel essor qui est dû à quoi exactement? À une volonté politique. C'est-à-dire, on peut imaginer que Pompidou, Giscard, Mitterrand, il y a une continuité par rapport au Conseil où il y a le sujet de la nomination des personnalités qualifiées. J'ai la caricature, mais bon, en quelque sorte. Et après, ça redémarre. Ça, c'est dû à quoi les réformes ou refondations? Mais paradoxalement, François Mitterrand, très longtemps dans l'opposition avant d'être élu président de la République en 1980 et d'incarner l'alternance politique, avait dit qu'il réformerait fortement le Conseil, ce qu'il n'a pas fait du tout. Parce que justement, la possibilité d'y nommer un certain nombre de membres était sans doute un réflexe trop tentant pour un parti politique qui avait été très longtemps dans l'opposition. Les choses n'ont pas changé complètement pendant la présidence de Jacques Chirac, même si en interne, l'institution commençait à se mobiliser en pensant qu'il fallait essayer de réfléchir à sa réorganisation et à son avenir. Les choses ont un peu changé, y compris parfois de manière un peu avec des conflits, au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy. Et ça a donc abouti à la révision constitutionnelle de 2008, qui est une révision constitutionnelle qui est restée limitée, qui concernait aussi d'autres éléments, mais qui pour le Conseil est restée limitée, mais a quand même eu une influence sur des points majeurs. On a changé le nom. Alors changer le nom, c'est à la fois anecdotique et pas anecdotique quand on rajoute le terme « et environnemental ». Ça a été la première institution constitutionnelle en France à avoir dans son nom le terme environnemental. Donc c'était une manière de dire que ces questions-là rentraient à l'agenda politique. Et dans cette révision constitutionnelle, on a aussi, alors on a plafonné le nombre de membres, donc le nombre de membres maximum est prévu maintenant dans le texte de la Constitution, il ne doit pas y avoir plus de 233 membres, ça laisse un certain nombre de sièges, mais c'est plafonné. Mais surtout, on a introduit des éléments qui montraient la prise en compte d'un certain nombre de débats de modernisation des formes démocratiques. On en a fait une institution intégralement paritaire. Donc, contrairement aux chambres, à la Chambre des députés et au Sénat, le Conseil économique, social et environnemental est avec une représentation à parité d'hommes et de femmes. On y a introduit, ce qui n'était pas le cas avant, des représentants d'organisations associatives et syndicales de la jeunesse et du monde étudiant. C'était une manière d'éviter aussi d'avoir une assemblée dont la moyenne d'âge pouvait devenir de plus en plus importante. Et puis, le changement de nom du « et environnemental » a en fait eu une conséquence majeure dans la composition même de l'institution. On a introduit massivement, à partir de 2008-2010, des représentants des questions environnementales, en prenant souvent des représentants d'associations, mais c'était une vraie transformation pour l'institution. Pendant longtemps, quand le Conseil économique et social d'alors traitait par exemple des questions agricoles, c'était évidemment les représentants du syndicalisme agricole et seulement eux qui intervenaient sur les questions agricoles et alimentaires. Évidemment, avec la présence d'organisations représentant des questions environnementales, la donne a un peu changé et donc on a commencé à avoir une nouvelle dynamique de l'institution. Et puis cette dynamique de l'institution, elle continue d'être débattue. Au début de la présidence d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République en France, il avait été projeté une nouvelle révision constitutionnelle qui aurait modifié encore de manière plus importante la composition de l'institution. Alors, pour des raisons de vie politique française, plus qu'autre chose, cette révision constitutionnelle ne sera sans doute pas votée,
mais le changement de la loi organique, qui est donc en débat et qui devrait possiblement être voté cet automne, va sans doute essayer d'introduire encore des changements dans la composition même de l'institution, et par exemple en essayant de supprimer définitivement cette notion de personnalité qualifiée, pour se laver de ce soupçon éternel de voir nommer des personnes dans l'institution qui n'ont pas forcément des qualifications très importantes pour y être présents. Et puis s'ajoute à cela un autre élément qui montre aussi que cette institution à la longue histoire peut rencontrer des débats très contemporains. Il se trouve que a été organisé à partir de la fin de l'année 2019 et durant le début de l'année 2020, contrarié évidemment par la pandémie mondiale, mais qui a quand même pu aboutir, ce qu'on nomme en France une convention citoyenne. Et en fait, ce sont des personnalités qui ont été tirées au sort, alors avec des règles un peu complexes liées aux différences de tirage au sort, mais pour travailler dans la durée, sur près de 6 mois, sur les questions du changement climatique, avec la tâche de devoir proposer un certain nombre de mesures au terme de leur travail. Il se trouve que cette convention citoyenne a siégé dans le bâtiment du Conseil économique à Paris, hein, au Palais d'Iéna, et avec le soutien complet de l'institution et des services de l'institution, qui a estimé que ce travail de participation citoyenne et de délibération dans la longue durée méritait de s'inscrire aussi dans le périmètre des actions qu'elle pouvait soutenir. Et donc on peut imaginer qu'à moyen terme, dans le changement de la loi organique, l'éventualité d'avoir des membres nommés après un tirage au sort ne soit peut-être pas totalement écartée. Et on voit là une dimension importante parce qu'elle renvoie à tous les débats très contemporains sur les nouvelles formes de la participation politique. Et dans le même temps, elle montre que ce débat ancien sur la représentation de la société, qui était au cœur de la création en 1925, il est reposé aujourd'hui avec une ouverture qui n'est plus seulement celle de la représentation des forces sociales structurées par les syndicats et les associations, mais de manière plus large, c'est aussi une manière d'essayer de faire entendre d'autres voix et, dans le même temps, de mobiliser les citoyens autour d'un travail délibératif. Et de ce point de vue-là, la longue expérience du Conseil économique dans son travail, dans son habitude d'auditionner des experts et des représentants d'intérêts divergents pour faire un travail collectif, est sans doute une dimension encore importante pour les enjeux démocratiques très contemporains. Au fond, de ce point de vue-là, l'institution, avec ses tâtonnements, avec ses difficultés, mais participe aussi à l'idée d'avoir une démocratie plus complexe qui ne se limite pas seulement au moment de l'élection, qui réfute les modèles les plus populistes tels qu'ils se développent, même si la catégorie mérite d'être davantage précisée. Mais on a bien là un type d'institution qui oblige à plus de délibération, qui oblige à plus de débats et qui, si sa composition n'est pas totalement considérée comme injuste et invalide, constitue sans doute un moment de reconnaissance aussi pour l'ensemble des membres de la société. Ensuite, il faut évidemment que la qualité des avis permette aussi à l'institution de voir sa légitimité reconnue. Mais il y a bien cette double dimension. La légitimité, elle est bien dans la composition et dans la qualité du travail. Et elle est sans doute plus dans ces deux questions que dans la question de savoir si les avis doivent être seulement consultatifs ou peuvent même être impératifs éventuellement. Ça, c'est un débat ancien. Il me semble ne pas être le débat principal. Si les avis et les recommandations sont des avis et recommandations suffisamment réfléchis et débattus,
ils ont des chances de pouvoir par la suite être appliqués. Donc, dans le cas des institutions françaises, je pense que l'institution gardera ce statut consultatif. Mais par contre, la qualité de son travail et de ses avis peut marquer son impact de manière beaucoup plus importante en parallèle de cette évolution sur la question de sa composition. Parce que justement, à partir de ta réponse, et une dernière question pour terminer cet échange tellement intéressant, c'est que tu évoques quelque chose que le Conseil même aborde, cette idée de se présenter en tant qu'institutionnalisation de la société civile. Et là, il y a une expression qui est polysémique, ça dépend des traditions philosophiques, nationales, régionales, etc. Mais si cette société civile, c'est la représentation de groupes professionnels, c'est une chose. Si cette société civile, c'est représentation de tout un tissu de groupes, d'associations finalement non étatiques et non partisans, c'est une autre chose. Mais de là, et la question serait la difficulté de représenter une société civile qui n'est plus la même que celle du siècle passé. Je crois avoir lu dans ton texte que le général de Gaulle, quand il voulait réunir Sénat et Conseil, il parlait aussi de la représentation des familles. Bon, on commence à entrer dans des sujets dont l'institutionnalisation n'est pas évidente, en tout cas. Hein, je ne sais pas comment ça se voit dans l'évolution actuellement du Conseil. Alors, c'est par ailleurs, c'est une question qui reste tout à fait majeure. C'est une question qui, en fait, s'est posée dès sa création. C'est-à-dire, dès le départ, les acteurs qui ont créé le Conseil se sont interrogés, pas simplement sur sa composition au moment de la création, mais sur comment réussir à maintenir le fait que cette composition reste en prise avec l'évolution de la société. Donc, c'était une dimension qui était déjà questionnée dès les années 1920, de manière très significative. Ensuite, dès le départ, dans le cas français, on a considéré que les syndicats, donc les représentants du travail, devaient être une part essentielle de l'institution. Mais dès le départ, et encore plus aujourd'hui avec les questions environnementales que j'évoquais, la question d'une présence du monde associatif était également là. C'est juste qu'on n'était pas effectivement dans une logique qui a pu exister davantage dans des pays anglophones, où la société civile était aussi une exclusion du monde du travail. C'est-à-dire que c'était ni l'État et le monde politique, ni le monde du travail. Dans le cas français, on a toujours eu cette idée que c'était à la fois le monde du travail et aussi un monde associatif, par ailleurs très riche en France, malgré tout, suite à la grande loi de 1901. Donc la question reste posée, elle va rester posée avec cet élément maintenant supplémentaire de l'éventuelle part progressive qui pourrait être accordée à un élément de tirage au sort, ou dans l'institution elle-même, ou sur des dossiers ponctuels, mais accueillis par l'institution et en dialogue avec elle. Et je crois qu'il y a là une manière d'entrer en résonance vraiment avec des débats qui ont lieu internationalement. Il y a 30 ans, la question du tirage au sort en sciences politiques était peu débattue. Ça restait une forme très ancienne. Elle a fait aujourd'hui un retour dans les débats de la science politique de manière très importante. Ce qui est certain, c'est qu'il reste une tension dans cette organisation de la société civile, qui est celle de différencier une forme institutionnelle qui va forcément figer pour un temps donné la représentation de cette société face à des formes de mobilisation sociale qui peuvent être beaucoup plus ponctuelles, mais aussi éruptives. Donc il y a là une tension qui continue d'exister, et évidemment, un tel conseil n'est pas là pour la résoudre en tant que telle, mais il envoie malgré tout un signal de l'ouverture des formes institutionnelles à des pratiques démocratiques, à des pratiques délibératives. Et de ce point de vue-là, presque un siècle d'expérience, je crois, montre que sur un certain nombre de domaines, cette expérience a pu
beaucoup apporté, à la fois pour les formes de l'action publique, mais aussi pour les différentes forces sociales dans le cas français. Donc ce n'est pas en faire un tableau idyllique ni irénique, mais il y a malgré tout eu une capacité de mobilisation collective dans un travail et dans une pratique délibérative. Et ça en fait de ce point de vue-là une institution tout à fait originale pour les débats les plus contemporains sur les formes de la démocratie, je crois. Bueno, Alan, muchas gracias. La verdad que es un intercambio muy interesante, ver las cosas en perspectiva histórica, ver cómo sucedieron en otros lugares, justamente para refrescar la importancia de no aplicar modelos, sino de ver cómo una tentativa institucional pudo haber funcionado. Recién se evocó que la creación de este consejo es de una larga historia, y vemos donde hubo conflictos, posiciones diversas, debates, la institución que entra en suspenso, que después se reactiva. A veces en los países del sur solemos ver los procesos políticos de los países centrales como procesos estables, sin conflictos, y en realidad son procesos de largo plazo, donde hay relaciones de fuerza, donde hay intereses encontrados entre diferentes actores institucionales, y donde existe una complejidad social y cultural en nuestras sociedades que ha evolucionado, que no es la misma del contexto en el cual este consejo, en el caso francés, se creó durante el siglo pasado. Muchas gracias. Merci.